Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment canaliser son hypersensibilité à l'aide des pièges. Alors, j'aimerais vous proposer quelques lectures sur lesquelles je me suis appuyée pour faire cette conférence et aussi sur mon expérience personnelle parce que, comme vous, je suis hypersensible. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas un fardeau. On va voir justement comment le tourner en cadeau. Un livre que je vous conseille donc, que je trouve super et abordable, accessible pour tous, c'est de Saverio Tomasella, enfin, c'est Saverio Tomasella qui présente et c'est de Carole Pirotte. Êtes-vous ultra sensible? Voilà. Ça, c'est un livre que je trouve vraiment très très bien. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire travailler vos libraires locaux quand ils seront réouverts. Alors, de Saverio Tomasella, ce coup-ci, c'est lui qui l'écrit. Hypersensible, trop sensible pour être heureux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Celui-là, il est aussi très très bien. Si vous voulez aller plus loin, celui-là est moins accessible, un peu plus technique. De Marie-France de Palaccio, hypersensibilité et conscience élargie, des fenêtres insoupçonnées sur l'univers. Et un autre livre, plus léger, Agir et penser comme un chat, de Stéphane Garnier. Alors celui-là, même quand on n'aime pas lire, il est vraiment super parce que ça se lit page par page et c'est voilà, j'observe mon chat dans sa vie de tous les jours et comment je peux m'inspirer de lui pour transposer tout ça sur ma vie et prendre du recul avec tout ce qui m'entoure. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qu'on peut vous dire quand vous êtes hypersensible, mais sur le ton du reproche, vous voyez. Ça peut être par exemple que vous êtes susceptible, que vous pleurez pour un oui ou pour un non, que vous prenez tout personnellement, que c'est typiquement féminin. Alors rassurez-vous, c'est pas typiquement féminin, il y a aussi beaucoup d'hommes hypersensibles. Et c'est pas non plus évident pour eux à gérer parce que après il y a tous les critères sociaux qui rentrent en compte et tout ce qu'on véhicule autour de l'homme, l'homme fort, etc. Donc, messieurs, assumez votre hypersensibilité, vous avez le droit. C'est un fardeau, une faiblesse, c'est aussi une mode, tout le monde est hypersensible, ça c'est ce qu'on dit. Un manque de maîtrise de soi, voilà. C'est ce qu'on peut vous dire. J'aimerais vous dire quelque chose au sujet de l'hypersensibilité, justement, c'est qu'il y a une personne sur 5 qui est hypersensible, entre 20 et 25%, donc ça fait quand même beaucoup. Donc non, vous n'êtes pas seul. Dans le livre, justement, de Carole Pirotte, Êtes-vous ultra-sensible? Elle va même jusqu'à parler d'ultrasensibilité et elle divise ça en deux parties, hypersensible et hyperempathique. Alors, vous pouvez être soit hypersensible, soit hyperempathique. Et si vous êtes les deux, vous êtes ultrasensible. Ça, c'est un peu plus technique. Nous, on restera sur le côté hypersensible. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme différenciation? Si vous êtes hypersensible, ça veut dire que vous êtes sensible au monde qui vous entoure, à l'ambiance, aux tensions, et que vous prenez des charges qui ne vous appartiennent pas. Par exemple, vous rentrez dans une pièce et vous sentez que l'atmosphère n'est pas terrible, qu'il y a des tensions dans la pièce, que vous ne vous y sentez, vous ne vous y sentez pas bien. Et dans ces cas-là, vous avez envie de partir. Ça, c'est l'hypersensibilité. Lorsqu'on est hyper empathique, vous allez rentrer dans une pièce. Il y a un dîner de famille, par exemple, où il y a plusieurs de vos amis qui se sont disputés et vous arrivez à ce moment-là et vous sentez une tension dans la pièce et ça vous crée même des douleurs physiques. Là, vous êtes sensible à l'ambiance, justement, à l'ambiance des personnes. Alors, d'un côté, hypersensible, je suis sensible à l'environnement et je suis hyper empathique, je suis sensible à l'interaction entre les personnes. Si c'est tendu, je ressens cette tension et ça me met mal à l'aise. On peut être hyper empathique sans être hypersensible et inversement. Mais en général, ce degré de sensibilité regroupe un peu tout ça. Donc, Carole Pirotte, elle parle de certaines caractéristiques lorsqu'on est hypersensible. Je vais vous en lister quelques-unes.
Peut-être que vous allez vous y retrouver seulement sur certains aspects, ou alors sur la totalité, mais c'est pas parce que vous ne vous reconnaissez pas dans quelques traits que vous n'êtes pas hypersensible, ou à l'inverse, vous n'avez pas besoin de vous reconnaître dans tous les traits de caractère, hein, chaque individu est différent. Alors, je vous liste ça. Forte réaction aux stimuli sensoriels, perméabilité aux ambiances, aux énergies, aux émotions, grande capacité d'observation, attention portée aux intonations de voix, aux gestes, aux non-dits, spontanéité, enthousiasme, naïveté, disposition naturelle à sentir avant de penser, curiosité, intérêt varié, imagination débordante, grande créativité, sens de l'humour original, souvent déroutant ou difficile à comprendre. Donc, si parfois vous rigolez lors de cette vidéo, c'est normal, c'est parce qu'entre hypersensibles, on a à peu près le même niveau. Préférence pour la réalisation d'une seule tâche à la fois. Idéalisme très marqué, tendance altruiste, beaucoup de générosité et de compassion. Amour de la nature, des animaux et de la solitude. On a besoin de temps pour soi, pour se retrouver, pour analyser tout ce qui se passe, pour poser son esprit aussi. Goût pour le calme, le silence et la spiritualité. Ça va ensemble. Intolérance face à l'injustice et à la violence, pour soi comme pour les autres. Impression de ne pas avoir sa place dans le monde. Alors, souvent quand je dis ça en conférence, les gens se retrouvent. Qu'est-ce que je fais là dans ce monde si cruel? Je trouve pas ma place, je me sens attaquée en permanence. Mais ça peut faire ça, oui. Quand on n'arrive pas à se protéger, quand on subit son hypersensibilité, on a l'impression que le monde nous attaque sans arrêt. Alors, j'aimerais vous donner deux tendances. Alors, la mise en lumière de certains comportements hypersensibles. Et après, on verra tous les points forts de cette hypersensibilité. Donc, certains comportements susceptibles ou blessés par les critiques, empathes, perfectionnistes, peur de l'échec, anxieux, timide, en proie au doute, manque de confiance en soi, surmené, tendance à fuir le conflit et révolté contre l'injustice. Les points forts maintenant de cette sensibilité extrême. Intuitif, perfectionniste, on a les défauts de ses qualités, sens du détail, regard différent sur le monde, vous voyez la beauté là où les autres ne la voient pas. Consciencieux, attentionné, authentique, une manière de réfléchir particulière et de bonne perception. Liste non exhaustive. Si vous vous reconnaissez à travers certains de ces traits de caractère ou sur l'ensemble de ces traits de caractère, rassurez-vous, une fois encore, vous n'êtes pas seul et il y a des clés, il y a des solutions pour dépasser pas pour la dépasser, mais pour l'apprivoiser, je veux dire, pour refaire corps avec son hypersensibilité. Je vais vous donner 4 clés pour évoluer en tant qu'être hypersensible. La première des clés, c'est se connaître soi-même. Parce que vous allez avoir un regard objectif sur votre manière d'être et vous allez pouvoir décoder certains de vos comportements et certains de vos mécanismes pour ensuite les dépasser, les transcender. Donc ça, c'est la première clé, se connaître soi-même. La deuxième clé, se libérer de son passé, des codes qui nous ont été inculqués et qui allaient à l'encontre de notre perception du monde. Alors, on a tous été enfants, on a tous eu une éducation, et parfois, on avait un rapport au monde tellement sensible, tellement à fleur de peau, que nos parents nous ont éduqués avec des conventions, avec des codes qui ne nous correspondaient pas du tout. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, ceci, cela. Oui, mais nous, ça nous révélait, ça nous permettait d'être nous-mêmes, et ça nous a brimés quelque part. On a pu vivre des injustices, on a pu vivre des traumatismes, et ça me fait penser à quelqu'un qui, petit, avait voulu attraper un oiseau. En fait,
pour attraper l'oiseau, il n'a pas fait attention, mais en fait, il l'a blessé. Et ça l'a tellement rendu malade. Et cet épisode-là, il s'en souvient encore. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ce côté un peu cruel de je voulais pas faire de mal à l'oiseau, mais je voulais tellement admirer sa beauté que là, je visualise le petit cœur tout blessé parce que l'oiseau a eu du mal. Tout va bien. La troisième clé. Guérir ses blessures pour s'alléger et qu'elles ne rentrent plus en résonance avec les blessures d'autrui. Alors, ça c'est important. Est-ce que vous avez déjà remarqué que ce qui vous gêne chez quelqu'un, en général, ça fait écho à vos propres blessures? Je me rappelle d'une fois, j'avais rencontré une personne et ma première pensée, ça a été, mais qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que cette personne est, comment j'avais pensé ça? Je me rappelle plus, c'était pas audacieux, c'était limite arrogant ou, enfin, il dégageait beaucoup d'assurance. Et en fait, ça m'avait vraiment marqué. Et je me suis dit, mais Amélie, qu'est-ce qui te dérange dans ce comportement-là? Et en fait, cette personne me renvoyait mon propre manque de confiance en moi. Si j'avais eu confiance en moi à sa hauteur, comme lui avait confiance en lui, ça ne m'aurait pas choqué. Mais comme j'avais pas confiance en moi, j'ai projeté cette image de oh là là, il a trop confiance en lui, mais c'est pas qu'il avait trop confiance en lui, c'est moi qui n'avais pas assez confiance en moi. Donc l'autre est le miroir de nous-mêmes. Quand quelque chose vous heurte comme ça, n'hésitez pas à réfléchir et à vous dire ok, pourquoi ça me fait sursauter, pourquoi ça me fait bondir et qu'est-ce qui me dérange chez l'autre que je vois pas chez moi. Et avec cette façon de voir, vous allez pouvoir justement pointer du doigt vos faiblesses, vos petites failles et travailler dessus. L'autre est le miroir de nous-mêmes. Et enfin, la quatrième clé, prenez votre place, trouvez sa place dans le monde. Affirmez-vous, émancipez-vous des normes sociales pour assumer pleinement votre manière de ressentir. Tout ce qu'on vous a inculqué, déconstruisez-le. C'est important, parce que ça va vous permettre justement d'être vous-même. C'est comme si vous aviez été construit à travers des murs de briques. Vous voyez, la norme sociale, c'est ça. Vous êtes là au milieu et vous êtes tout engoncé, tout serré. Cassez les murs de briques et rayonnez, soyez-vous. Et vous allez voir que déjà, ça va changer beaucoup de choses. Alors, savez-vous, je ne vais pas le faire comme ça, quand vous êtes blessé par quelque chose qui vous entoure, quelque chose qui fait partie de votre environnement, souvent, vous avez mal ici, au niveau du cœur, parfois même au niveau du sternum. Une charge, vous allez la ressentir ici. Et pour peu que ce soit vraiment très très fort, vous allez avoir une boule dans la gorge, vous allez avoir envie de pleurer. Donc, les chakras concernés, émotionnellement, ça va être surtout cœur et gorge. Et on parlera aussi un petit peu du plexus. Alors, juste pour que tout le monde sache, au niveau des chakras, donc il y a plusieurs écoles, mais l'école générale, on va dire, c'est qu'on a 7 chakras. Donc on a le chakra racine, qui se situe au niveau du coccyx. Chakra, ça veut dire roue. En sanskrit, ce sont des centres d'énergie qui tournent à une certaine vitesse. Et plus vous montez dans vos chakras, et plus les chakras tournent vite. Donc, ils n'ont pas la même fréquence vibratoire, ces chakras-là. Donc, le premier, c'est le chakra racine. Il est rouge et il est au niveau du coccyx. C'est tout ce qui va être au niveau de la santé, de la vitalité, de l'enracinement. Ça va se situer là. Au niveau de votre bas-ventre, à peu près à 3 doigts en dessous de votre nombril, ça va être le chakra sacré, qui est de couleur orange. Donc le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, de la fertilité, de la sexualité. Ça va être aussi le chakra de votre enfant intérieur, homme intérieur. Ensuite, on va voir au niveau du plexus, le chakra du plexus solaire, qui est de couleur jaune. Alors ça va être mon rapport au monde, comment je perçois les choses, quelle est ma place dans le monde.
par exemple, si vous avez quelqu'un qui est rayonnant, qui a beaucoup de charisme, qui prend bien sa place, on va être dans le chakra du plexus solaire. Ensuite, vous avez le chakra du cœur, qui est vert et rose. Il y a deux couleurs dans le chakra du cœur. Le vert, ça va être je suis dans le lâcher-prise, dans le recul. Et le rose, ça va être je suis vraiment dans l'émotionnel, je me connecte à mes émotions. Quand il y a quelque chose qui se passe et que ça vous touche, ou quelqu'un qui vous dit quelque chose et que ça vous blesse, vous avez une pointe au cœur. Vous avez, comme si vous étiez serré dans votre cage thoracique. C'est que votre chakra, c'est qu'on vous a envoyé en fait tout ce qui est pieux et flèches. Non, ça fait partie de l'école Serge Boutboul. Voilà, pieux, flèches. Voilà. Si vous voulez apprendre à les retirer, à les identifier, je vous conseille comment réaliser un bon nettoyage énergétique de Serge Boutboul. J'ai pas le livre à côté de moi. Et, donc voilà, n'hésitez pas à taper sur Internet si vous ne connaissez pas. Ensuite, on va aller au chakra de la gorge, donc qui est ici, couleur bleu ciel. Ça va être votre centre de la communication, de votre vérité intérieure. Est-ce que vous avez remarqué que quand on vous dit quelque chose et qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas juste chez vous, vous dites hein, c'est pas juste ou vous n'arrivez pas à exprimer votre vérité, ça bloque ici. Vous avez la gorge toute serrée. Parce qu'il y a une information à faire passer, votre vérité intérieure à transmettre. Souvent, ça fait des nœuds là. Et si vous arrivez à communiquer, à dire ce que vous avez à dire, le nœud petit à petit, il va s'en aller. Ensuite, on a le chakra du troisième œil qui est bleu foncé. Ça va être le centre des intuitions. Tout ce qui est perception, ça va passer par ici. Et vous avez le chakra couronne ou coronal qui est au-dessus de votre tête, et qui est de couleur violette. On peut aussi trouver des couleurs dorées, par exemple. Et ça va être tout ce qui est connexion spirituelle. Voilà, quand vous partez en méditation, par exemple, c'est ce chakra-là qui est activé. D'où l'intérêt aussi d'être ancré, donc c'est-à-dire bien ancré au sol, vous visualisez que vous avez les pieds qui rentrent dans le sol, et pour avoir une meilleure connexion. Parce que que se passe-t-il lorsque on est tout le temps connecté là-haut, mais on n'est pas connecté en bas? Vous savez, on est un être humain, donc on a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et c'est très important pour garder notre axe d'être bien ancré. Sinon, on part dans tous les sens et on n'arrive pas à être dans l'instant présent et à lâcher prise. L'ancrage, c'est très très important. Et en tant qu'hypersensible, c'est très important aussi parce que ça permet justement de prendre du recul par rapport aux événements qui se passent et de retrouver votre axe et de vous sentir calme à l'intérieur. Donc, une des premières choses à faire, ça va être de vous ancrer. Donc, chakra concerné pour l'hypersensibilité, on va être au niveau du cœur et de la gorge. Hein, et ça commence au plexus. Et chaque chakra communique. Le plexus communique avec le cœur, qui communique avec la gorge, etc. Donc souvent, quand vous avez un œuf ici, par exemple, il faut commencer par travailler au niveau du cœur. Vous verrez. On va parler des pierres parce que je vous ai parlé des chakras et des couleurs. Et ça va ensemble. Quelle pierre peut-on utiliser lorsqu'on est hypersensible? Et aussi important, il y a des pierres qu'on ne supporte pas quand on est hypersensible. Donc si vous avez des pierres, alors je vais vous dire une petite liste, hein, mais si vous, avec votre pierre, vous vous dites bah, moi ça ne me fait rien, c'est tant mieux. C'est pour vous mettre en garde, pour que vous puissiez vous dire ah peut-être que là si ça ne va pas, c'est à cause de c'est la pierre qui n'est pas adaptée. Après si ça vous convient, c'est ok. Par exemple, l'obsidienne noire, l'obsidienne œil céleste, tout ce qui est obsidienne, c'est possible que en la présence de cette pierre, vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez submergé d'émotions. En fait, il faut savoir que l'obsidienne, c'est une pierre volcanique et qui a été formée très très vite. C'est une pierre de lave, voilà. Et quand on l'a sur soi, donc pour faire remonter des vérités, elle agit comme elle s'est formée. C'est-à-dire que, imaginez un volcan, vous avez votre pierre, et là, il y a l'émotion qui remonte, et ça peut remonter très vite. Et comme vous êtes hypersensible, vous êtes déjà très fortement connecté à vos émotions. L'obsidienne, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour justement être en accord avec vos émotions. Ça va faire
Ça va les faire s'emballer, si vous voulez. Encore une fois, si pour vous, avec l'obsidienne, c'est OK, que cette pierre vous convient, c'est très bien. Mais si vous avez une obsidienne et que vous constatez effectivement que vous êtes à fleur de peau avec cette pierre, demandez-vous si c'est pas parce que vous la portez qu'elle agit comme ça sur vous. De même avec l'œil de tigre. L'œil de tigre, qui est une pierre aussi de protection, mais qui a un effet, il faut savoir, boomerang. C'est-à-dire que bon, j'ai ma pierre, bon, je veux me protéger des énergies entreprenantes, j'ai ma pierre, quelqu'un m'envoie une charge, l'œil de tigre va renvoyer la charge à la personne qui vous l'a envoyée. Mais le deuxième effet qui se coule de cette pierre-là, c'est comme l'œil de tigre renvoie. Si vous ne vous sentez pas bien et que vous avez de l'œil de tigre, la pierre va vous renvoyer votre propre charge. C'est 2 pour le prix d'un. Donc, voilà, c'est une pierre qui est quand même assez forte. Si vous la supportez, c'est très bien. Si vous vous rendez compte que quand vous l'avez, ça ne va pas trop, dites-vous que l'œil de tigre, c'est pas pour vous. Justement, on va parler de protection vu que j'enchaîne obsidienne, œil de tigre. Comment je peux me protéger quand je suis hypersensible? De quelle manière je peux le faire? Alors, déjà, dites-vous, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée. Je prends l'information et pas l'émotion. Parce que de toute façon, on est empathique, on est empathe, pardon. Il y a quelqu'un qui va venir vous parler, qui va vous déverser tous ses problèmes, vous allez vous associer à sa douleur, et vous allez vous sentir mal après. Et ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste et pour la personne qui vous parle, et pour vous qui ressentez les énergies de la personne, tout son mal-être. Et ce n'est pas parce que vous allez vous protéger de ce que la personne vous dit que vous allez être une mauvaise personne, ou vous n'allez pas comprendre, ou que vous ne pouvez pas l'aider. C'est pas ça. Se protéger, c'est ne pas tomber trop dans l'empathie. Vous avez ce qu'on peut appeler l'empathie sèche, c'est OK, je comprends, mais je ne m'associe pas à ta douleur. Et l'empathie mouillée, où là, je prends autant les charges que toi qui me racontes ce qui ne va pas. C'est très important ce que je vous dis, parce que ça va vous permettre de préserver votre énergie. Ce n'est pas parce que vous ne vous associez pas à la douleur de quelqu'un que vous êtes un monstre. Non, c'est pas ça. Et comment pouvez-vous aider quelqu'un si vous prenez sa charge et que vous avez envie de pleurer avec lui? Imaginez. Imaginez un thérapeute, par exemple, qui prend la charge de la personne qu'il veut aider, et quand la personne lui raconte ce qui ne va pas, il commence à pleurer avec la personne. Vous ne pouvez pas aider quand vous êtes dans l'émotionnel comme ça. Il faut prendre du recul. Je prends l'information et pas l'émotion. Ça, c'est la meilleure façon de vous protéger. Vous avez en exercice énergétique la coque psychique de Serge Boudboul. Moi, je l'utilise tout le temps, que ce soit en soins ou par exemple quand je vais dans un supermarché et que je me sens très vite fatiguée parce que les endroits où il y a du monde, ça pompe beaucoup d'énergie. Et du coup, vous êtes très fatigué. Avec cette coque, ça va vous permettre, ça va mettre une sorte de voile, une sorte de bulle de protection autour de votre aura, et ça va l'empêcher justement de se faire aspirer, vous voyez. Et si vous recevez des charges, elles ne passeront pas les charges, elles resteront au niveau de votre corps. Donc, vous fermez les yeux. Donc, je donne la méthode Serge Boudboul, hein, c'est ça pour psychique, qui vous transmet aussi. Donc, vous fermez les yeux, vous ouvrez comme ça les bras d'un bout à l'autre et vous imaginez que derrière vous, vous avez comme un voile, comment je vais appeler ça, comme une coque, voilà, une coque, un bouclier bien transparent, c'est important, bien transparent, qui se forme et qui vient se fermer devant vous. Alors, imaginez un petit bruit pour vous dire qu'elle est fermée. Moi, ce qui me vient, c'est toujours un bruit de fermeture éclair. Voilà, je la visualise bien transparente. Parce que si je la visualise soit d'une couleur, soit opaque, par exemple, les autres ne vont pas me percevoir. Je serai physiquement là, mais énergétiquement, je serai camouflée. Et on va soit me rentrer dedans ou me marcher dessus. C'est très important, bien transparent. Et vous ouvrez, vous faites un trou au niveau de votre troisième œil. Et voilà, comme ça ne va pas gêner vos perceptions. Donc très important, je ferme la coque. Et j'ai le trou ici. Une coque s'ouvre toute seule au bout de 3 heures. Vous la créez qu'une seule fois. Et après, vous la refermez à chaque fois. Si vous
La recréer à chaque fois, elle ne s'épaissira pas. Et au fur et à mesure que vous l'utilisez, justement, elle va s'épaissir et elle sera de plus en plus forte. Donc, je vous renvoie au livre Comment réaliser un bon nettoyage énergétique de Serge Bouboul, où il y a l'explication de cette coque psychique. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, la deuxième chose, puisque la première chose, c'est je prends l'information, pas l'émotion. Donc, la coque psychique, très important aussi dans les protections, dans les professions, nos aides-soignants par exemple, tout le corps médical, lorsque vous êtes enseignant, conférencier, travailleur social, les métiers où vous êtes souvent en contact avec du monde, ça peut déjà vous sauver la vie. Et les pierres. Pierre de protection, je vous conseille la labradorite. Je ne sais pas si vous voyez bien. La labradorite, c'est une pierre qui est très douce, qui vous aide aussi à vous réguler émotionnellement et qui va faire une protection barrière. Plus une pierre est petite et plus elle se charge vite. Donc, si vous avez, si c'est pour, par exemple, si vous êtes infirmière et que vous avez une pierre dans la poche, prenez quelque chose au moins grand comme ça et passez-la à l'eau tous les soirs pour retirer les charges. Et vous pouvez une à deux fois par semaine prendre un récipient avec du gros sel, vous mettez un sopalin dessus et vous posez votre labradorite dessus. La labradorite n'aime pas le contact direct avec le sel, donc ça va altérer son état. Donc, mettez bien quelque chose entre le sel et la labradorite. Vous la laissez au moins 1 heure, si vous pouvez la laisser toute la nuit. Une pierre se nettoie pas à 110%, une fois qu'elle est nettoyée, elle est nettoyée. Donc la nuit, vous la récupérez le lendemain matin et vous jetez le sel. Ne le touchez pas parce que le sel est chargé des énergies négatives. Et vous reprenez votre labradorite. Donc très bonne pierre pour les personnes hypersensibles, pierre de protection et à la fois de régulation émotionnelle. Parce qu'on est dans le vert, la labradorite, ça fait partie des pierres vertes. Et quand elle a des reflets bleus, elle a des vertus plus protectrices, ce qui n'empêche pas une labradorite plutôt dans les verts de ne pas protéger. Donc, une labradorite, une coque psychique et en mantra, je prends l'information, pas l'émotion. Et vous allez voir que déjà votre vie va changer. Vous n'allez plus être sans arrêt confronté à toute cette cruauté. Ça va aller mieux, ça ne rentrera pas dans votre corps. Ou du moins, ça rentrera moins. Donc, c'est des exercices à faire tous les jours. Alors, petit tour d'horizon des pierres avec lesquelles je travaille. Enfin, je vous fais travailler en atelier sur l'hypersensibilité. On va partir pour le cœur, voilà, pierre verte. Une pierre que j'adore et qui a des résultats très prometteurs, on va dire, et qui vous apporte beaucoup de réconfort, c'est le péridot. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Pierre verte, j'aime, GE2ME, transparente. Voilà. Alors, le péridot, c'est souvent petit, mais c'est très costaud. Donc, ça va vous apporter de la régulation émotionnelle, ça va vous apaiser. Une pierre aussi, je suis là, oh, une pierre fantastique. L'émeraude, pareil. L'émeraude, par exemple, ça va vous aider à prendre du recul et à vous apaiser. Quand je fais la conférence, en vrai, je vous fais passer les pierres pour que vous puissiez les ressentir. Donc là, je vais avoir du mal, sauf si je vous fais ça. Tiens, toi derrière ton écran, prends la pierre. Et toutes les pierres vertes en général, alors là, je vois, j'ai une malachite. Malachite, c'est un peu fort. C'est fort, la malachite. Après, si vous la supportez, c'est super. Mais je ne travaille pas avec cette pierre-là en atelier d'hypersensibilité. Par contre, vous pouvez travailler avec la fluorite. La fluorite, je sens qu'il n'y a aucun souci. Fluorite verte. Donc là, c'est une sphère de fluorite verte et violette. Bon, un peu gros pour travailler, c'est pas une pierre de poche. Là, on est dans la pierre d'environnement. Voilà. Ensuite, pierre rose.
Un petit mot sur le chakra du cœur, qui est vert et rose, comme je vous l'ai dit. En fait, les chakras passent leur temps à se déséquilibrer en fonction de ce qu'on vit, voilà. On peut être en excès d'une couleur et manquer d'une autre couleur. Enfin, si je prends l'exemple de mon chakra du cœur, qui est vert et rose, si je suis en excès de rose, je vais avoir les émotions à fleur de peau, je vais tout prendre en pleine figure, je vais avoir du mal à prendre du recul. Je vais tout le temps avoir envie de pleurer, je vais pas être bien, je vais trembler. Donc dans ce cas-là, on est en excès de rose. Donc on va venir compenser avec du vert pour équilibrer, prise de recul. On va reconnecter la personne à ce recul. Si je suis en excès de vert, alors l'excès de vert, ça se traduit comment? J'ai un tel recul que je suis devenue imperméable, je suis coupée de mes émotions, il peut se passer n'importe quoi, j'en aurais rien à faire. Donc l'idée, ça va être d'apporter du rose pour retrouver cet équilibre-là et de reconnecter la personne à ses émotions. Donc, souvent, quand on est déconnecté de ses émotions, on pense que pleurer, c'est une faiblesse. Et que, voilà, on ne veut rien ressentir. On veut être hermétique à tout sentiment. Donc on va venir apporter du rose. Des pierres avec lesquelles c'est super de travailler. Alors, très connu, le quartz rose. Vous pouvez travailler avec du quartz rose. Et si vous sentez que c'est un peu trop fort, enfin un peu trop fort, dans le sens où ça vous chamboule un peu et que c'est pas confortable, laissez. Alors ce qui est important, hein, c'est, là je vous donne une liste de pierres. Soit vous pouvez vous dire, waouh, celle-là elle est super, je la jette tout ça, ou alors soit elle ne vous attire pas et quand vous travaillez avec, ça vous fait rien. C'est pas grave. Travaillez avec les pierres qui vous parlent, travaillez avec les pierres dont vous avez envie. Et ne vous dites pas intérieurement, je veux une pierre pour la confiance en moi parce que voilà, j'ai pas confiance en moi, je veux une pierre pour ceci, une pierre pour cela. En fait, on ne choisit pas la pierre en fonction de ce qu'elle fait. On choisit la pierre avec notre cœur. Et parce que vous l'avez choisie avec le cœur, parce que vous avez flashé dessus, c'est la pierre qu'il vous faut. C'est très important de ne pas prendre la chose à l'envers. On ne consomme pas une pierre comme on consomme un médicament, comme on va à la pharmacie pour prendre du Doliprane, par exemple. C'est pas ça, c'est oh, celle-ci elle est trop bien, vous avez flashé dessus. C'est pas anodin. C'est que vous avez besoin de travailler avec cette pierre. Donc, voilà, et c'est très important de ne pas prendre les choses à l'envers. Et souvent, la façon dont les personnes abordent les pierres, c'est je veux une pierre pour ça, une pierre pour ça, une pierre pour ça. J'ai 50 bracelets qui font 50 choses. Non, c'est pas comme ça. C'est, voilà, je travaille avec la pierre parce que j'ai flashé sur celle-ci. Et après, quand vous vous renseignez sur ses propriétés, vous êtes là, vous dites, oh, c'est quand même incroyable parce que c'est ça qu'il me faut. Je me souviens d'une dame qui était médium et elle voulait à tout prix se protéger parce qu'elle suivait une formation et elle sentait qu'elle se faisait attaquer. Et donc, elle était persuadée qu'il lui fallait une pierre de protection. Donc, elle vient me voir, elle me dit, je voudrais une pierre de protection, qu'est-ce que vous conseillez, tout ça. Alors, je lui montre les différentes pierres, la braguerite, des tigres, obsidienne, il y avait de l'obsidienne dans la boutique, ce genre de choses. Et je sens qu'elle regarde comme ça, il n'y a pas le béquille. Elle a passé au moins 10 minutes à essayer de chercher sa pierre et elle en touchait plusieurs. Elle disait, ah, peut-être celle-ci, peut-être celle-là. Là, on est à côté de l'exercice. On rentre dans le mental. Et c'est le mental qui va vous faire choisir votre pierre. Et ça, c'est exercice raté. Du coup, je lui dis, écoutez, on va oublier tout ça. Je dis spontanément, là, dans la vitrine, vers quelle pierre vous attire le plus? Et là, elle regarde, elle fait celle-ci. Et c'était quoi? C'était un jaspe rouge. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? C'est qu'en fait, cette dame, elle n'avait pas besoin de protection. Elle avait besoin de s'enraciner, de s'ancrer avec un jaspe rouge. Parce que quand on est plus ancré, on est moins poreux, on est moins sujet aux attaques. Et comme c'était une médium et qu'elle était beaucoup en connexion là-haut, elle avait juste besoin de se ramener sur Terre pour pouvoir être mieux protégée. Et vous voyez, si elle avait continué à être dans le mental et qu'elle avait choisi une pierre de protection parce qu'elle voulait se protéger, elle serait passée à côté de ce que son corps lui soufflait en fait. Prends un jaspe rouge, tu flashes sur le jaspe rouge, tu as besoin de t'ancrer et avec cet ancrage, tu seras protégé.
voyez, donc c'est très important ça. Donc on en était au quartz rose. Autre pierre rose, très sympa. Pierre douce, hein. Toutes les pierres que je vous montre là, c'est des pierres à l'énergie très douce. La rhodonite, on peut la confondre avec la rhodochrosite, mais ce n'est pas la même pierre. La rhodochrosite, c'est un peu moins abordable financièrement. Voilà. Là, vous avez de la rhodochrosite. Et si vous avez le choix, enfin, si vous flashez, enfin, comment je peux dire ça du coup, on ne fait pas le même travail avec la rhodonite qu'avec la rhodochrosite, même si ça se rapproche, si vous voulez. Pour moi, on va beaucoup plus en profondeur dans la guérison en profondeur avec la rhodochrosite. Ça nous emmène plus loin. C'est une pierre fantastique pour travailler. Donc, rhodonite, rhodochrosite. Et là, une petite pierre aussi très sympa. Vous avez de la pétalite. On l'appelle aussi la pierre des anges. Pétalite. Vous voyez, par exemple, émeraude et quartz rose, ça matche bien. On peut faire un beau travail avec ça, avec ces deux pierres. Alors, au niveau du chakra de la gorge, alors là, on est à cheval entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Vous avez ici une aigue marine. Donc, vous en avez qui ont des tendances plutôt bleues et d'autres des tendances plutôt vertes. Là, on est plus dans le vert bleu. Donc, vous pouvez très bien travailler avec sur votre chakra du cœur ou sur votre chakra de la gorge. Et une pierre fantastique. J'adore cette pierre. Magnifique. Du larimar. Alors, le larimar, ça ouvre le chakra de la gorge en douceur. Ça vous permet d'exprimer votre vérité. C'est très, très, très bon. On l'appelle aussi la pierre des Atlantes. Il y a une grande connotation d'eau avec le larimar. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est bleu ciel. C'est magnifique. Donc, pierre verte, je vais vous donner d'autres noms aussi. Vous avez du jade, le jade qui est une excellente pierre de régulation émotionnelle. La chrysoprase aussi. En pierre rose, vous avez la kunzite. Alors, la kunzite, c'est magnifique. C'est gemme, donc Ge2Me, hein, c'est transparent. C'est entre le rose et le violet. Et c'est pas forcément évident d'en trouver. Donc, kunzite, ça s'écrit Kunzite. Et en méditation, ça promet de très belles choses. Parce que quand je dis travailler avec les pierres, c'est quoi concrètement? Voilà, j'ai la pierre dans les mains. Donc, soit je la mets sur la zone de mon cœur ou de ma gorge, en fonction de ce que vous voulez, sur quoi vous voulez travailler, mais vous pouvez très bien la garder dans vos mains. Et vous fermez les yeux et vous partez en méditation avec votre pierre. Ça peut être 2 minutes, 5 minutes. À partir de 3 minutes, ça commence à être intéressant, les images qui viennent. Et après, au-delà, il n'y a pas de limite en fait quand vous travaillez chez vous. Et vous laissez bien les choses. Alors, vous allez pouvoir voir des couleurs, des sensations physiques. Quand je dis voir, c'est pas forcément voir en image comme en rêve. Hein. C'est voir, ça peut être des. Alors, pour moi, voir, j'inclus ça dans sensations physiques, couleurs, images qui défilent. On peut entendre aussi, on peut avoir des messages en travaillant avec les canaux type audition sur la clairaudience. Ça peut être tout ça, voir. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ou que vous ne ressentez rien que ça ne fonctionne pas. C'est qu'il faut s'entraîner un petit peu. Il faut que vous preniez confiance en vous parce que souvent on est là aussi, ah, est-ce que ce que je vois c'est juste ou pas, on ne sait pas trop. C'est le mental, ça. Balayer le mental. Vous savez, ce que je donne souvent comme conseil pour balayer le mental, c'est comme si vous aviez une tablette et que vous regardiez des photos. Et vous appelez comme ça. Et dès que vous avez une pensée parasite, vous passez à la photo suivante. Hop, une autre pensée parasite, je passe à la photo suivante. Et en fait, ça va court-circuiter votre mental. Vous lui dites stop. Il n'a pas l'habitude qu'on lui dise ça, mental. Stop, hop, je zappe. Et à chaque fois que vous êtes parasité, stop, et hop, je zappe. Voilà, donc en méditation, donc en état de réception, et je vous conseille, à chaque fois, c'est ce que je travaille avec les gens qui viennent me voir en atelier, un petit cahier pour noter justement ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti avec
telle ou telle pierre. Vous notez le nom de la pierre et vous notez le résultat. C'est important parce que quand vous allez retravailler avec la pierre, peut-être la semaine suivante, ou le mois d'après, ou même 6 mois après, vous allez avoir votre caddie et ce sera votre référence pour voir, ah oui, d'accord, il y a 2 mois, j'étais dans cet état-là, j'ai ressenti ça, oh bah tiens, aujourd'hui, mon ressenti, il a évolué, j'ai ressenti ça, etc. Ou alors, bah, j'ai plus envie de travailler avec cette pierre, je vais prendre une autre pierre. Et ça vous fait comme un journal de bord, si vous voulez. Et ça vous permet justement de voir votre évolution. Méditation, visualisation. La visualisation, ça va être, ok, j'ai pas la pierre sur moi, c'est pas grave, je peux me connecter à l'énergie de cette pierre. Donc, je regarde une photo et je me connecte à l'énergie et je visualise, par exemple, que cette pierre, admettons, si j'ai pas de quartz rose, je visualise que le quartz rose m'entoure comme un manteau réconfortant, comme si j'étais sur un nuage et que je me sens bien, ça fait du bien. C'est mon côté cocooning à moi. Et vous visualisez ce manteau. Après, il n'y a pas de limite dans ce que vous pouvez visualiser. Mais dites-vous que la pensée est créatrice. Par la pensée, on crée des choses. Donc la visualisation, c'est une création de votre pensée, en fait. Et du coup, ça lui donne corps. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi de maîtriser vos pensées. On est ce qu'on pense. C'est très important. Et après, ça fait partie de la loi d'attraction. Pour un même scénario, j'ai 2 facettes. La facette négative, où je vais voir tout ce qui ne va pas, et la facette positive, et je vais visualiser une fin heureuse. Et à vous de voir quel scénario vous voulez nourrir. À chaque fois, c'est comme ça. Sur une situation, vous avez le côté pessimiste et le côté optimiste. La finalité, ce sera le scénario que vous avez nourri. Et pour travailler avec les pierres aussi, vous pouvez les porter sur vous, comme je disais tout à l'heure pour la labradorite. Une pierre dans la poche, voilà, ça peut être aussi en collier, en bracelet. Dans votre environnement aussi, ça peut être. J'ai une grosse labradorite, allez, un peu, voilà. Certains d'entre vous la connaissent, labradorite, donc c'est un joli bébé de 4 kilos. Voilà, donc dans la poche, c'est un peu gros, à moins d'avoir une très grosse poche et beaucoup de force. Donc là, on est dans la pierre d'environnement, et du coup, voilà. Je suis en train de m'émerveiller devant, devant ma pierre. Bon, je ne vais pas vous demander si vous avez des questions parce que je ne pourrai pas les entendre de toute façon. On m'avait posé des questions par écrit. Par exemple, au bout de combien de temps ressent-on l'efficacité des exercices mis en place ou des pierres qu'on porte sur soi par rapport à son hypersensibilité? Alors, ça peut aller très vite. Vous pouvez le ressentir dès lors que vous mettez l'exercice en place, par exemple. Après, si vous prenez du recul, vous allez pouvoir analyser. Mais ça peut se mettre en place très, très vite. Comment choisir sa pierre ou ses pierres? Moi, je vous conseille d'y aller au feeling. C'est l'œil, c'est celle-ci. Voilà. Et vous avez déjà le lien qui est là. Ne pas rentrer dans le mental, c'est très important. Peut-on porter ces pierres sur soi en bijoux pour bénéficier de l'efficacité? Oui, totalement. Vous pouvez les porter en bijoux ou dans la poche si vous préférez les pierres qui ne sont pas montées en collier. C'est tout à fait possible. Je vous déconseillerais de porter plus de 3 pierres différentes sur vous, voilà, sur des grosses pierres, en risque de conflit vibratoire. C'est comme si vous preniez... en fait, plus vous allez mettre d'énergie sur vous, et plus votre corps aura à gérer avec ces énergies-là. Donc 3 pierres plus un cristal de roche. Je parle pour des pierres comme ça. N'oubliez pas que plus une pierre est grosse et plus elle a d'effet, donc plus une pierre est petite, et moins son champ d'action est fort, si vous voulez. Ça peut vous apporter un petit plus, mais donc on évite 50 bracelets ou 50 colliers. Dites-vous, 3 pierres, c'est une bonne moyenne, plus un cristal de roche qui est transparent et donc ses énergies sont neutres. Comment savoir si une pierre n'est pas adaptée? Alors ça, c'est très important. Et justement, posez-vous la question quand vous remarquez que vous avez une pierre sur vous et que les comportements, vous ne vous reconnaissez pas à travers vos comportements. Je reprends l'exemple de l'obsidienne. Si jamais vous voyez que vous avez les nerfs à fleur de peau et que vous avez des excès de colère ou que vous allez vers un conflit ou quoi que ce soit, voilà, posez-vous la question, est-ce que c'est pas ma pierre qui m'influence? C'est important.
Faut-il s'ancrer davantage lorsqu'on est hypersensible? Oui, préservez ça. Ouais, travaillez votre ancrage. Peut-être plus, oui. Y a-t-il un risque d'en faire trop et de perdre sa sensibilité? Alors non, c'est pas parce que, je vous l'ai dit, hein, vous n'allez pas vous associer à la douleur de la personne en face de vous que vous allez devenir insensible. C'est pas ça du tout. C'est pas parce qu'on se préserve, qu'on préserve nos énergies qu'on est insensible. C'est pas ça. Votre hypersensibilité, elle est là et vous allez la garder. C'est un atout. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Vous allez juste apprendre à vous protéger pour moins prendre les charges, pour moins être éponge. À quelle fréquence doit-on travailler avec les pierres? Alors ça, c'est vous qui voyez, en fonction de vos envies. Si vous n'avez pas envie de travailler avec, ne le faites pas. Et de même, si vous n'avez pas envie de porter une pierre ou un bijou ou quoi que ce soit, parce que voilà, chaque jour est différent, ne le faites pas. Si jamais vous avez l'habitude de porter une pierre, voilà. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que si porter une pierre devient une habitude, ce serait bien de vous poser la question, est-ce que je porte ma pierre parce que j'en ai besoin ou parce que c'est une habitude? L'idéal, c'est de vous dire chaque matin, ok, avec quelle pierre j'ai envie de passer ma journée. Et là, vous allez avoir toutes vos pierres, avec quelle pierre j'ai envie de travailler, avec quelle pierre j'ai envie de passer ma journée. Et là, vous allez choisir. Et un petit conseil, on ne porte pas une pierre parce que c'est assorti à sa tenue. Parce que là, on est dans l'accessoire de mode. Et c'est bien de garder en tête qu'une pierre, c'est aussi c'est surtout un outil de soin. Donc, admettons que vous avez une robe rouge ou un t-shirt rouge et vous voulez porter votre pierre rouge. Oui, mais il s'avère que vous venez de vous disputer ou qu'il y a des choses qui vous mettent en colère, bah, le rouge, ça va activer cette colère. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Vous voyez, peut-être que c'est pas le moment de porter du rouge à ce moment-là. Donc, posez-vous toujours ces questions-là. Avec quelle pierre j'ai envie de travailler? Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, Amélie Pierre, voilà, sur Facebook. Ma page, c'est Équilibrage énergétique et lithothérapie. Mon profil pro, c'est Amélie Pierre Camp. J'ai un site internet où il y a aussi les dates d'ateliers qui sont mentionnées. C'est www.pierre au pluriel énergie.com. Et vous pouvez m'envoyer un mail ou un petit texto ou quoi, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et ça m'a fait très plaisir de passer ce temps avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. Au revoir.